On va commencer avec Quand un tu truc veux. pas très drôle hein, pour un épisode du 1er avril, puisque c'est un décès. Un décès vraiment très jeune pour Chance Perdomo. Exactement, Chance Perdomo, qui était la star de la série Gen V, la star du spin-off en fait de The Boys, et aussi des nouvelles aventures de Sabrina, qui vient de décéder à l'âge de 27 ans. Donc, comme tu l'as dit, c'est extrêmement jeune. Il est décédé des suites d'un accident de moto. On a appris ça par son attaché de presse, qui a confirmé en fait la mort de l'acteur britanno-américain ce samedi dans un communiqué dévoilé dans Variety, le magazine. Je le lis, c'est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès prématuré de Chance Perdomo à la suite d'un accident de moto. Les autorités ont confirmé qu'aucune autre personne n'était impliquée. Sa passion pour les arts et son appétit insatiable pour la vie étaient ressentis par tous ceux qu'il connaissait et sa chaleur perdurera chez ceux qu'il aimait le plus. Nous demandons de respecter le souhait de la famille de garder leur intimité alors qu'ils pleurent la perte de leur fils et leur frère bien-aimé. De leur côté, les producteurs de Gen V, donc la série quand même du moment, qui allait tourner sa saison 2 d'ici quelques jours, ont parlé aussi dans un communiqué, et je vais vous le lire. On n'arrive pas à vraiment comprendre ce qui s'est passé. Pour ceux d'entre nous qui le connaissent et avaient travaillé avec lui, Chance était toujours charmant et souriant, une force de la nature enthousiaste, un interprète incroyablement talentueux, et plus que tout, une personne très gentille et adorable. Même écrire sur lui au passé n'a aucun sens. Nous sommes tellement désolés pour la famille de Chance et nous pleurons la perte de notre ami et collègue. Il faut savoir aussi, donc comme je l'ai dit, que la saison 2 allait être tournée. Évidemment, le tournage a été mis en stand-by pour une durée indéterminée et on imagine, vu l'importance du rôle qu'avait Chance Perdomo dans la série, que beaucoup de réécriture va avoir lieu et que la saison 2 ne devrait pas débarquer au moment où c'était prévu. Pour l'instant, on n'avait pas de date évidemment, mais ça va sûrement de décaler de plusieurs mois facilement la sortie de la saison 2. Voilà. Donc nouvelle très triste. C'est ça. Sans transition, parce que c'est difficile de transitionner hein, sur ce genre de sujet, je voulais vous parler de la possibilité de reboot de la saga Pirates des Caraïbes. C'est Jerry Bruckheimer, le producteur lui-même, qui s'en est expliqué auprès de comicbook.com, ici relayé par le Hollywood Reporter, qui explique qu'il est à la fois en train de travailler sur l'avenir d'un Top Gun 3, mais aussi du renouvellement de la franchise Pirates des Caraïbes qu'on n'avait pas vu sur les grands écrans depuis 2017, rappelez-vous, avec un film qui était franchement pas terrible. Il explique que, bon, bah, à la fois Top Gun 3, ça va être compliqué, même s'il travaille dessus, parce qu'il faut coordonner les emplois du temps de Tom Cruise, de Miles Teller et de Glenn Powell, qui sont maintenant tous des stars. Alors évidemment, Tom Cruise, ça fait un moment que c'en est un, hein, mais Miles Teller et Glenn Powell, avec Top Gun Maverick notamment, ont complètement pris... Décollé Oui, c'est beau ce que vous faites, monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que il travaille à rebooter Pirates. Ça sera plus simple à rendre possible parce qu'on n'a pas besoin d'attendre certains acteurs, donc certains acteurs de très gros calibre, et donc qui ont des emplois du temps de ministre, hein, si ce n'est pire. Et donc du coup, a priori, on s'engage vers non pas le pirate avec Margot Robbie, non pas le Pirate des Caraïbes 6, mais un reboot avec potentiellement un casting totalement neuf et potentiellement avec des plutôt inconnus. On va rappeler que les dernières news qu'on avait à ce sujet nous avaient été données par Craig Mazin, qui a travaillé sur le script de ce fameux reboot. Donc Craig Mazin, c'est le créateur et le showrunner de The Last of Us sur HBO, qui fin 2023 nous disait « On l'a pitché et on pensait qu'il l'achèterait jamais parce que c'est trop bizarre, mais Disney l'a acheté. » Ensuite, on a écrit un script fantastique, puis la grève a débuté, et tout le monde a commencé à attendre. Ça, c'était dans le LA Times fin 2023, et donc, a priori, c'est sur ce scénario-là que Pirate va renaître un petit peu de ses cendres. En 2017, on avait du coup Pirate 5 de mémoire, et c'était pas top. On espère que le reboot saura un petit peu relancer cette franchise-là, parce que Pirates des Caraïbes, moi, c'est une licence que j'aimerais bien voir, et j'en parlais récemment à Adrien, je me disais, ça pourrait très bien faire une série sur Disney+, pour le coup. Oui, c'est étonnant qu'ils l'ont peut-être envisagé hein, de faire une série, mais moi je m'intéresse beaucoup moins à la franchise depuis le 4, qui était déjà pas très très bien, hein, on va pas se mentir, et le 5 je l'ai même pas vu, tu vois, ça m'a pas du tout chauffé. Par contre je me suis refait la trilogie, la trilogie elle marche bien, hein. Elle est très bien, même si le 3 est bancal, hein, mais les deux premiers sont très très solides, et un reboot c'est pas idiot, ça peut être sympa d'avoir des nouveaux persos, de pas forcément faire un cast qu'on connaît, tu vois, avec Robbie.
Franchement, ouais, ça peut être très cool. Allons-y, hein. On attend évidemment réalisateur et puis casting, et puis enfin une date de sortie, mais a priori c'est plutôt ce projet-là qui va voguer vers les Caraïbes très prochainement. Adrien, je te donne la parole, puisque on a la confirmation pour ScarJo potentiellement dans Jurassic Park World. Exactement, Scarlett Johansson qui est en pourparlers pour mener le nouveau film Jurassic World ou Jurassic Park pour l'instant. Voilà, on ne sait pas exactement comment s'appellera la suite. Scarlett Johansson qui est en train de se tailler une place en fait dans le nouveau blockbuster. L'actrice, comme je l'ai dit, en pourparlers pour rejoindre le prochain film Jurassic World d'Universal, et c'est le Hollywood Reporter qui nous le confirme. Universal qui veut avancer rapidement sur le film, qui a déjà une date de sortie qui est prévue pour le 2 juillet 2025, et aussi un réalisateur qui n'est autre que Gareth Edwards, qui réalisera ce nouveau volet de la franchise aux dinosaures. Gareth Edwards dont je parlerai à la fin de l'émission avec une reco, à savoir The Creator. Gareth Edwards qui sera entouré lui de David Koepp, qui sera au scénario et qui a été déjà lui le scénariste de Jurassic Park, le premier, mis en scène par Steven Spielberg. Gareth Edwards, pour rappel, avait repris le rôle de David Leitch, qui était brièvement attaché au projet en tant que réalisateur avant de partir pour peut-être différents créatifs, on ne sait pas trop, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Le film donc ramène plutôt Scarlett Johansson dans le monde des franchises, puisque on le sait, elle a quand même joué Black Widow dans plusieurs films de Marvel Studios, dont évidemment les Avengers, mais contrairement à plusieurs stars qui ont joué dans les films du MCU, elle a eu aucun mal à percer dans d'autres projets. Elle a quand même été nommée aux Oscars à 2 reprises, une pour Marriage Story et la deuxième pour Jojo Rabbit. Et donc, il n'y a pas trop de soucis pour Scarlett Johansson à naviguer sa carrière entre gros blockbusters et films un peu plus indépendants. Et c'était moi une crainte dont je te parlais l'autre fois en disant c'est quand même bizarre que Johansson se lance là-dedans. Et en même temps, si le scénar est solide, si on a du Gareth Edwards, et encore une fois, The Creator, voilà, je spoil un petit peu, mais je trouvais ça très très bien, fait du très bon taf sur le prochain Jurassic World, Jurassic Park, ça peut donner un film très sympa. Je suis très curieux. Oui, et puis ça peut lui rapporter un cash monstrueux si ça cartonne pour le coup. Mais tout n'est pas lié à l'argent. Ah, si c'est important, on parle de Hollywood, Adrien, excuse-moi. Hollywood, mais c'est avant tout la passion, c'est la passion. Ne sois pas naïf. Ah, bon, d'accord, ok. Bon, évidemment, c'est un gros chécos qui fait plaisir, mais c'est aussi une belle carrière et on essaie de faire ce qu'on peut. C'est de l'art, on le rappelle. C'est de l'art avant tout, le cinéma. Le cinéma, c'est même le 7e. Au cas où, voilà, tu savais pas. Et je rappelle juste, sortie prévue le 2 juillet 2025, si tout va bien. Très bien, on vous en reparlera bien entendu, tout comme Star Trek 4, dont on a enfin de nouvelles informations, puisqu'un nouveau scénariste a été choisi et attaché au projet de ce fameux Star Trek 4 qui, décidément, n'a toujours pas décidé de mourir ce projet, puisque c'est désormais la 4e fois que Paramount essaie de le faire. Cette fois, c'est Steve Yoki, le créateur de la série The Flight Attendant sur HBO, et avec Kaley Cuoco, qui avait aussi été scénariste sur Supernatural durant 4 saisons, qui va essayer de nous proposer le pitch et le scénario de ce Star Trek 4 qui doit, du coup, être le chapitre final du reboot initié en 2009 avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana et un tout petit brin de Chris Hemsworth en début de film. Il y a déjà eu 3 essais qui sont tombés à l'eau, comme je vous le disais, et le dernier en date devait être réalisé par Matt Shakman, donc, qui a travaillé sur WandaVision et qui avait finalement décidé de partir pour réaliser Les 4 Fantastiques, qu'on verra en 2025. Donc au final, on reprend de zéro ce projet-là. Le problème, c'est que maintenant Chris Pine, moins Zachary Quinto, mais Zoe Saldana surtout, sont devenus des personnes qui ont des emplois du temps un petit peu plus compliqués à gérer. Et donc c'est aussi pour ça que Paramount a du mal à faire ce film. Ça aussi, plus le fait que, a priori, côté scénario, ils n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds. Mais voilà pour ce Star Trek 4, peut-être
qu'on y aura le droit un jour, mais... Bah, tu vois, j'ai très envie parce que je vais me refaire le 1, là j'ai vu qu'il était sur Paramount, et maintenant j'ai Paramount dans mon catalogue. J'aime beaucoup ce reboot de Star Trek, moi. Il est super en fait. Dans mes souvenirs, j'ai un excellent souvenir du premier, le deuxième un peu moins, et le troisième on l'avait vu ensemble, je m'en souviens au cinéma. Que c'était un bon ride, c'était rigolo. C'était pas incroyable, mais c'était sympa. Tu vois, c'est un film qui se prend pas la tête, tu vois, c'est... c'est ce que c'est en fait. Ouais, il y va, il fait son truc, et puis il est pas pompeux, quoi. Carrément. Et pour le 4, on rappelle deux choses. La première, c'est qu'il n'y aura plus Anton Yelchin, évidemment, parce qu'il est décédé il y a quelques années, et c'est lui qui jouait le russe, et j'ai perdu son nom dans la saga. Bref, donc il va falloir le remplacer quand même, parce que c'était un casting quand même plutôt pas mal dans les 3 premiers. Et dans mes souvenirs, il y avait bien une tentative avortée, on est d'accord, de Tarantino de faire un Star Trek. Oui, mais il me semble pas que ça devait être le 4e de cette saga, par contre. Pas forcément le 4e, mais en tout cas, ça aurait dû être le nouveau Star Trek au cinéma, ça aurait été celui-là, quoi. Oui. Mais ils continuent quand même et ils veulent terminer avec le premier de Abrams. Il y a aussi en ce moment une rumeur autour d'un nouveau projet Star Trek qui lui serait plutôt une origin story de ce qu'est Starfleet, mais pour l'instant il n'y a pas encore vraiment d'informations en dehors du fait que c'est toujours en développement. Mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Et juste avant de passer à la suite, je sais pas pourquoi je reste bloqué sur Star Trek. J'ai maté j'avais jamais fait ça, j'ai maté le premier épisode de la série. Ouais. C'est quelque chose, hein. Waouh, ok, c'est vieux, hein. Ouais. Mais c'est rigolo, je le conseille à ceux qui l'ont jamais fait parce qu'on a toujours le truc de. C'est tout sur Paramount Plus ? Ah, franchement, ils ont beaucoup de choses, hein. Ouais. Bah, moi, je suis pas connaisseur du tout de Star Trek, mais je comprends pourquoi on aime. Je comprends pourquoi il y a des Trekkies et les gens qui préfèrent Star Trek à Star Wars. C'est un grand truc, effectivement. Plus Star Trek, toi, ou Star Wars ? Ah bah moi ça a toujours été Star Wars parce que Star Trek je connais très peu, mais je me suis regardé quasiment tous les films Star Trek à une époque. Avec tu parles des vieux films, hein, Oui, avec Shatner et tout. Ouais. Ils sont bien, j'ai jamais vu non plus. Ouais, ils sont très cool. Il y en a qui sont très kitsch, mais qui sont très agréables à regarder quand même. Je sais plus lequel c'est, si c'est Star Trek 3 ou 4, où le pitch du film, et je digresse encore, j'en suis désolé. Je suis désolé. Ils doivent aller récupérer des baleines sur l'ancienne Terre et voyager dans le temps et les ramener à travers la galaxie. Enfin, c'est un délire. D'accord. Mais c'est un trip un petit peu écologique et tout avant l'heure, et c'est vraiment très... Enfin, c'est très étonnant, et j'avais vraiment aimé ce film qui était très kitschos, c'est un peu du nul, tu vois, mais j'avais bien aimé quand même. Ouais, mais ça gagne à être vu quand même, hein. Oui, un jour, pour la culture pop, je me ferai tout ça, mais... Et on est d'accord que Stargate SG1, c'est quand même ultra pompé sur Star Trek. Oh bah bien entendu. Oui. Star Trek SG1, dont je vous parlerai la semaine prochaine, dans le radar des sorties. Oh là là, mais je spoil même le prochain épisode de Pop News. Écoutez, on ne se surfait plus. Hein. C'est le moment des news en rapid fire, mesdames et messieurs. Alors, on apprend que Warner Bros. A signé un contrat avec Timothée Chalamet, c'est leur grande star, hein, désormais, après que le jeune homme a quand même réalisé 1,2 milliard de dollars en 2 films. À savoir Mon Cas et Dune partie 2 dont tu nous parleras tout à l'heure en point box-office. Le jukebox musical d'Universal sur Prince a trouvé Ryan Coogler comme producteur. Voilà ce qu'on a appris. Le jukebox musical, c'est une comédie musicale dans laquelle on utilise plein de chansons. Donc on va utiliser toutes les chansons de Prince dans cette comédie musicale. Anne Hathaway qui est très contente d'avoir retrouvé la route de Christopher Nolan à l'époque d'Interstellar, puisque elle subissait la Hatha-hate, donc la haine de Hathaway à l'époque des Misérables. Voilà, il nous explique ça dans un portrait. Euphoria, c'est plus compliqué. A priori, la saison 3 va être retardée. Et c'est compliqué de rechoper Zendaya. Donc, ils sont en train de tout faire en coulisses pour essayer de sauver la série. Mais pour le moment, c'est complicado. La fameuse porte sur laquelle Kate Winslet n'a pas invité Leonardo DiCaprio dans Titanic a été vendue aux enchères la semaine dernière pour la bagatelle de 718 000 $ et 750 petits dollars en plus, tant qu'à faire. Et
cet objet de cinéma a donc dépassé la vente aux enchères du fouet d'Indiana Jones. Oh la vache. Ce faisant. Scott Derrickson s'attelle désormais à une nouvelle adaptation du roman noir La Nuit du Chasseur, qui avait déjà été porté à l'écran en 1955 avec Robert Mitchum. Voilà donc Scott Derrickson à qui l'on doit de mémoire Doctor Strange. Oui, tout à fait. Ainsi que Sinister. Steven Spielberg a adoré Dune partie 2 et en fait des gorges chaudes dans la presse autour de tout ça et félicite bien entendu Denis Villeneuve. On vous renvoie bien sûr à notre avis sur la question. Universal Orlando va désormais travailler sur un parc, une extension de son parc sur la franchise Dragon, tandis que Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan sont en train de se rapprocher pour potentiellement un Freaky Friday 2. Au Japon, on sort enfin Oppenheimer, et on le sait que c'est évidemment compliqué, et ça le montre, puisque les réactions sont à la fois mitigées, et le film a réussi à beaucoup émouvoir les différents spectateurs. Enfin, Channing Tatum, qui aimerait beaucoup travailler sur un remake de Ghost. Il en a même les droits, mais il veut faire ça un petit peu différemment, dit-il. Voilà pour les news en rapid fire de cette semaine.